Donc voilà, on va commencer ce cours avec un peu de retard. Consultez évidemment le document organisation de la session à distance. Ça, c'est ma petite phrase pour faire oublier à ceux qui vont voir le document seulement en version vidéo que j'avais oublié de partir l'enregistrement. Donc, on va retourner à où on était. Donc, consultez le document, hein, toutes les informations, la majorité des informations s'y retrouvent. Donc, je résume en cours synchrone, via classe, Léa classe à distance. La chaîne YouTube du cours, tous les cours vont être enregistrés aujourd'hui. Vous avez simplement à copier-coller cette adresse-ci dans YouTube, dans votre navigateur web. Vous avez directement accès à la chaîne du cours. Une chaîne qui ressemble à... non, c'est pas celle-là ici. À celle-ci, une belle petite chaîne, où dans l'onglet vidéo, vous allez avoir accès, dans le fond, dès que vous allez cliquer, c'est ce qui va vous apparaître. Ça va être écrit cours 1, présentation du cours, et vous avez accès à l'entièreté des vidéos de la session. Dans l'onglet playlist ou liste de lecture, je vais également vous donner quelques vidéos à regarder, c'est-à-dire qu'on va éviter de vous faire lire des textes, parce que ça ne me tente pas de vous faire lire des textes cette session-ci. Donc, à ce moment-là, dans l'onglet playlist, c'est divisé par cours, c'est-à-dire que vous savez déjà que pour le prochain cours, vous avez des petites vidéos à regarder. La majorité du temps, c'est des vidéos de quelques minutes seulement. Ce n'est pas très, très long à regarder. Comme si on regarde ici, j'ai quelques vidéos de 4 minutes, 6 minutes, 2 minutes. Ce n'est pas des très, très longues vidéos. Donc, ça remplace vos fameuses lectures. Donc, toutes les vidéos des séances s'y retrouveront, de même que également les vidéos à consulter. À chaque cours, je vais vous dire, je vais également vous souligner les vidéos qu'il y a à voir, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, tout simplement à voir pour le prochain cours. Évidemment, vous ouvrez vos caméras, c'est juste que c'est plus sympathique pour tout le monde de pouvoir, qu'on puisse se voir tout simplement. Les cours ne dureront jamais 3 heures ou 2h45. Ils vont durer environ 1h30 parce que par expérience, je vais parler un peu de mon... ya, está listo. Ajá. Okay. Y cierra el micrófono acá porque te están oyendo. Voilà. Je vais juste m'assurer ici que le son est désactivé ici parce que c'est un petit peu rigolo. D'ailleurs, je vais en profiter pour regarder, excusez-moi, s'il n'y a personne d'autre dans la file d'attente. Non, OK, on va continuer. Eh bien, excusez-moi, le cours va durer environ un gros maximum de 1h30 à peu près par séance, avec évidemment, après ça, vous avez des petites vidéos à regarder ou quelquefois des petits exercices. Pourquoi? Je sais très bien que 3 heures de temps à regarder un écran Zoom, c'est particulièrement difficile. C'est-à-dire que ça devient lourd pour les yeux aussi. Évidemment, ce n'est pas très, très facile. Donc, inquiétez-vous pas, mes cours sont assez denses pour qu'on s'amuse assez pendant la fameuse 1h30 en question. Et évidemment, comment j'ai divisé ça, c'est qu'après 1h30, je vous présente des trucs, la matière du cours va être vue et je reste évidemment disponible pour des questions, des discussions après l'heure en question. En fait, ce n'est pas une manière pour moi de pouvoir aller faire du bricolage ou des choses comme ça de mon côté. C'est vraiment l'idée qu'un cours de matière, disons, si on veut théorique, pendant 3 heures, c'est trop. Donc, je propose environ 1h30 environ de matière théorique. Et après, si vous voulez, on fait des échanges, des discussions. Cette partie-là ne sera jamais enregistrée. Donc, c'est vraiment, on va être beaucoup plus libre de pouvoir discuter ensemble sans avoir peur de vous retrouver sur une chaîne YouTube. Je pense que c'est quand même plus sympathique à ce niveau-là. Donc, voilà. Oui, également, je suis toujours joignable par Mio. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de me rejoindre. Je réponds absolument assez vite dans la mesure où j'ai eu l'immense mauvaise idée de mettre l'application sur mon téléphone. Donc, à ce moment-là, ça apparaît toujours sur mon téléphone. Ça pourrit mon existence, mais ça vous permet quand même d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Ça peut par contre que le samedi à 23 h, je réponde un peu moins vite parce que je suis en train de manger de la fondue. Donc, toujours par Mio, n'hésitez pas, c'est vraiment la manière la plus facile de me rejoindre. En cas d'absence, mais évidemment, vous êtes rendus des adultes,
Hein, je ne vais pas prendre les présences à chaque cours. Je pense qu'on a dépassé un peu ce truc-là. Sur les classes à distance, ça prend les absences de manière automatique. Vous n'avez pas à me justifier vos absences, sauf si c'est pour des évaluations. Je vais vous en parler un peu plus tard. Évidemment, s'il y a des évaluations, bien, il faut m'expliquer un peu pourquoi vous étiez absent. Sinon, si vous êtes absent, encore une fois, les diapositives du cours seront toujours disponibles sur Léa. Le plus souvent, comme là, j'ai pris un peu de retard pour le cours d'aujourd'hui, habituellement, vous allez toujours les avoir, disons, pendant la fin de semaine. Hein, ou bien minimalement lundi matin, vous allez toujours avoir les diaporamas du cours de la journée, de la semaine, disons, sur Léa. Donc, si vous êtes absent, consultez les diaporamas. Vous pouvez également poser des questions à la prochaine séance Zoom. Et encore une fois, dans la mesure où, dans la mesure où vous avez encore une fois les cours sur YouTube, je vous invite évidemment à consulter le vidéo du cours. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a à voir un peu pour les trucs un peu plus d'organisation de la séance. J'avais-tu un autre truc? Non, pas pour tout de suite. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? C'est relativement clair. J'ai peut-être un peu de rodage quand même là, depuis. Là, voilà. Rose, Mathilde, Evans et Kimi, vous pouvez ouvrir vos caméras comme vos collègues. Vous êtes arrivés un peu plus tard, donc vous n'avez pas eu la consigne d'ouvrir vos caméras. Je vous invite donc à ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. En plus, je peux savoir si vous êtes présent ou vous êtes à l'épicerie, tout simplement. Hein, parce que, histoire rigolote, j'ai une amie qui enseigne dans un DEP et quand elle fermait sa séance, il restait toujours 3-4 personnes qui étaient disparues à l'épicerie. Donc, c'est toujours un peu rigolo à ce niveau-là. Donc, on va commencer directement. Je vais vous présenter, je vais vous présenter, en fait, qu'est-ce qu'on va voir pendant la session. Assez rapidement, je ne vais pas vous lire le plan cours au complet, c'est assez lourd. Vous l'avez déjà encore une fois sur Léa, mais au moins les évaluations et vous faire une petite présentation de c'est quoi la sociologie, hein, parce que ça serait quand même une bonne chose de commencer de cette manière-là. Donc, continuons encore avec ce joli petit partage d'écran. Je vais juste faire un petit truc, voilà. Donc, sociologie de la société québécoise. Eh bien, je peux peut-être commencer par me présenter, c'est toujours assez sympathique. Eh bien, vous avez remarqué, hein, mon nom est Jonathan Glendening. Je suis professeur au Cégep de Saint-Hyacinthe depuis environ 5 ans. J'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en sociologie à l'UQAM. Je me suis surtout intéressé à des questions de qu'est-ce que la déviance, qu'est-ce que la marginalité, qu'est-ce que la non-conformité sociale. Également, bien, si on s'intéresse à qu'est-ce qui est marginal et déviant, je me suis évidemment intéressé à c'est quoi la norme, c'est quoi être un individu ordinaire à partir duquel on construit ce qui est la déviance, ce qui est la marge. Plus spécifiquement, je me suis intéressé à l'univers de la santé publique et de l'intervention sociale et sanitaire. Hein, je me suis intéressé essentiellement aux sites d'injection supervisés. Hein, je ne sais pas si certains savez c'est quoi les sites d'injection supervisés, ça vous dit quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, je me suis intéressé au site d'injection supervisé, celui qui est ouvert à Vancouver, qui s'appelle le Insight, hein, qui est un lieu assez particulier. En fait, on a un contexte particulier dans cet endroit-là où on a une épidémie de VIH-Sida et d'hépatite C. En de mémoire, VIH-Sida, environ 23 % de la population, tandis qu'hépatite C, c'est environ 89 % de la population de consommateurs de drogues injectables. Hein, je pense que j'avais une jolie petite image. Hein, voilà. Bon, c'est d'injection supervisée. Il y a quelque chose d'assez particulier dans chez la vidéo, voilà. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ce quartier-là, c'est que, eh bien, c'est un petit quartier d'environ 2 km² dans lequel s'entassent environ 5000 consommateurs de drogues injectables qui sont souvent également des personnes en situation d'itinérance. Donc, on a vraiment un quartier assez particulier, dans un quartier où la consommation se fait dans l'espace public, et également un quartier qui est vraiment, si on veut, confronté à une épidémie de VIH, SIDA et d'hépatite C.
qu'est-ce que la sociologie a à voir là-dedans? On peut quand même se poser la question, mais c'est que l'univers social des consommateurs de drogues injectables fait en sorte que ça favorise des pratiques dites à risque. Je ne vais pas vous faire le long truc, hein? C'est pas pour ça que vous êtes venus dans le cours de sociologie aujourd'hui, mais c'est simplement l'idée qu'on a un ensemble d'éléments culturels qui amènent l'idée qu'on va partager du matériel d'injection. Hein, c'est-à-dire que, j'imagine que vous vous en doutez, vous avez sûrement déjà fait ça quand vous étiez plus jeune. On va se mettre, mais pas la héroïne cocaïne, là, on va se mettre ensemble pour s'acheter un paquet de cigarettes ou une caisse de bière ou une bouteille de vin, mais c'est un peu la même chose avec la drogue injectable. On va se mettre ensemble pour s'acheter une dose, mais la dose, le problème, c'est que la dose, on doit la faire fondre pour pouvoir la diviser. Et quand elle est fondue, on a une petite cuillère, bien évidemment, on ne va pas prendre 2 seringues, on utilise alors la même seringue. Donc, encore une fois, j'ai un problème ici de partage de matériel d'injection qui est ici essentiellement pour des raisons culturelles. Également, ce n'est pas tout le monde qui sait comment bien s'injecter. Donc, dans ces quartiers-là, il y avait également ce qu'on appelle des médecins locaux. Hein? Ce n'est pas des médecins qui ont gradué dans une école de médecine, mais c'est pas d'anciens, c'est des consommateurs qui, en échange d'être le premier à s'injecter sur la seringue, va aider la personne à s'injecter. C'est-à-dire, tu te donnes une petite dose, je suis le premier à me piquer et je vais t'aider après à t'injecter. Donc, le problème qu'on a encore une fois, partage de matériel d'injection. Ici, on a encore une fois un problème, évidemment, qui peut transmettre l'épidémie VIH-Sida. 3 autres éléments également. Vous savez qu'on est dans un peu moins aujourd'hui on a vu par exemple la décriminalisation de la marijuana, mais on est quand même dans une situation où c'est le prohibitionnisme. Hein, c'est l'idée où la drogue, il y a encore une guerre à la drogue, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les consommateurs sont amenés à se cacher, hein, le plus souvent dans les ruelles du quartier, donc à se cacher pour s'injecter et à se dépêcher pour s'injecter également. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se dépêche, on rate ses veines, donc on a plein de problèmes également d'abcès de la peau, hein, qui est un autre problème ici de santé. Autre élément qui est problématique, mais quand on se cache, bien évidemment, si on fait une surdose, les gens ne nous trouvent pas. Donc, il y avait une énorme mortalité en raison des cas de surdose, parce que, bien évidemment, je pense que j'ai une image de à quoi ça ressemble, les niches d'injection. Ici, elle n'est pas très grosse, hein, mais habituellement, c'est un peu plus profond. Hein. Dans le fond, c'est dans les ruelles du quartier. Vous savez un peu, vous êtes déjà allé à Montréal ou dans les grandes villes nord-américaines. Le plus souvent, il y a des ruelles et on a accès au bâtiment par l'arrière. Et ça fait comme des renfoncements dans le bâtiment. Ça veut dire, donc, ils se mettent là, ils se mettent du carton pour essayer de se cacher à la fois des policiers, des autres consommateurs, parce qu'on a des fois l'impression que c'est une grande communauté qui s'entraide. C'est plus ou moins vrai. Ils ont également peur de se faire voler leur drogue par d'autres consommateurs. Et également, ils veulent se cacher des gens dits ordinaires, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui parfois vont désapprouver du regard leur conduite. Ils ne sont pas insensibles à la désapprobation, donc ils essaient évidemment de se cacher. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien évidemment, on se dépêche pour s'injecter, transmission de matériel d'injection et également problème d'abcès de la peau et de surdose. Autre élément également qu'il y a par rapport à ça, eh bien, dans un contexte avant l'implantation d'un site d'injection supervisé, qu'est-ce qui se passe? C'est que, excusez-moi, la drogue, il faut la diluer pour pouvoir la consommer, pour pouvoir se l'injecter, et on n'a pas accès à de l'eau purifiée. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'ils utilisent? Et vous le savez sûrement déjà, vous n'allez juste pas vouloir vous l'imaginer. Eh bien, c'est l'eau des ruelles qui va être utilisée pour s'injecter. Donc, on s'injecte une eau qui est contaminée. Et il faut évidemment filtrer cette drogue-là avec un filtre. Et ici, c'était essentiellement les mégots de cigarettes récupérés un peu partout dans les ruelles. Donc, vous pouvez imaginer un immense problème au point de vue sanitaire et au point de vue également sécurité publique, dans la mesure où les habitants sur place ressentent un sentiment d'insécurité à cause de l'immense concentration de la population des marginaux, si on veut, de la ville de Vancouver, qui se retrouvent dans ce petit quartier qui fait, je le rappelle, environ 2 km² pour 5000 consommateurs de drogue injectable. Vous pouvez imaginer quand même la densité de la population. Autre élément qui a attiré mon attention comme sociologue, vous connaissez la ville de Vancouver, ça coûte cher vivre à Vancouver. Eh bien, c'est aussi la ville qui a le pied carré, hein, la valeur du pied carré qui est la plus élevée au Canada. Et à ce à quoi qu'on assiste, mais tout autour du downtown Eastside, eh bien, on a un processus de revitalisation urbaine, hein, ou de gentrification urbaine. En gros, les anciens quartiers, le plus souvent ouvriers, sont
achetés par des individus qui le transforment en condos ou qui les rénovent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anciennes populations ne peuvent plus s'acheter les logements qui sont sur place. Et donc, ils se dirigent de plus en plus vers le Downtown Eastside, qui est dans le dernier quartier, qui est encore une fois abordable. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur même du Downtown Eastside, c'est commencé. Pourquoi? Downtown Eastside, c'est accolé sur le port de la ville et c'est l'ancien quartier industriel. C'est l'équivalent un peu du vieux port de Montréal, avec les beaux bâtiments en briques laissés à l'abandon, mais qui sont retapés par des promoteurs privés. Donc, on a comme une espèce de conflit pour l'appropriation de l'espace où les nouveaux arrivants dans le quartier ne veulent plus avoir des consommateurs qui s'injectent au pied des escaliers de leur condo. Donc, on a des problèmes sanitaires, sécuritaires, mais également de cohabitation de l'espace. Donc, on a un peu tous ces enjeux-là qui se retrouvent dans le Downtown Eastside. Et c'est pourquoi qu'en 2003, ils ont implanté un site d'injection supervisé. Ça, c'est la belle petite porte, qui ressemble étonnamment beaucoup plus à un CLSC qu'on aurait pu imaginer. Je pense quand même que ce n'est pas l'image, du moins que moi, je me faisais d'un centre d'injection supervisé. J'aurais pensé à des divans et des choses comme ça. C'est comme spontanément ce à quoi j'aurais pensé. Ce qui a été mis en place par la santé publique. Donc, évidemment, c'est des intérêts de santé publique qui ont été mis de l'avant dans ce lieu-là. Comment ça fonctionne? J'ai un infirmier et une infirmière qui sont ici. Les consommateurs prennent place dans les petits cubicules face à un miroir. Donc, à ce moment-là, l'intervenant peut voir en permanence les consommateurs, voir s'ils utilisent la bonne méthode d'injection, la seule et unique qui est acceptée à l'intérieur des lieux. Donc, c'est un lieu un peu, on va voir un peu au prochain cours, de socialisation, d'apprentissage d'une culture ici médicale. Donc, ce lieu-là, si on veut, a été vraiment mis en place pour sauver des vies, également pour atténuer les épidémies de VIH, SIDA et d'hépatite C qu'il y avait dans le quartier. Par contre, j'avais une dimension critique à mon travail. En fond, le but, c'est, voyez-vous, on supervise les injections, on leur montre comment faire, mais c'est un détail qui n'est pas vraiment important. Sachez qu'ils n'ont pas le droit de manipuler des drogues, les infirmiers et les infirmières. Ils n'ont pas le droit non plus de donner des drogues aux individus. On a comme aménagé une plage de liberté dans laquelle tu vas acheter de la drogue sur le marché illégal à l'extérieur, mais à l'intérieur, on évite le fait que tu puisses être poursuivi à la fois toi-même comme individu et également les infirmiers et les infirmières sur place. Donc, on a aménagé un truc. Le but étant de faire passer d'une consommation de rue à une consommation dite contrôlée en raison de, vous avez peut-être déjà entendu le terme de réduction des méfaits avec une philosophie d'empowerment, c'est-à-dire de, vous avez peut-être déjà entendu le terme, l'idée qu'on redonne le pouvoir aux usagers de pouvoir agir sur leur existence. On va en reparler plus tard dans la session de la stratégie de l'empowerment, mais le côté négatif de cette stratégie-là, c'est également l'idée que si je te considère comme un individu autonome et responsable, si à quelque part tu n'as pas réussi toi-même à te prendre en charge, même si je te donne tous les outils pour que tu puisses te mobiliser, tu n'as que toi à accuser à quelque part. On a parfois tendance à surresponsabiliser les individus par rapport à leurs échecs et leurs réussites également. Donc, on va revenir un peu plus tard dans la session. Je fais juste un petit avant-goût. Dimension critique également que j'avais par rapport à la critique d'empowerment qu'on va rediscuter plus tard dans le cours qui est prévu à cet effet, pas juste là-dessus, mais un peu plus large. C'est également l'idée que est-ce qu'on ne veut pas, quelque part, nettoyer le quartier pour ne plus voir ces individus-là? C'est-à-dire que le but avoué de ce site-là, c'est de récupérer le matériel d'injection, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de matériel usagé dans les parcs et les ruelles du quartier, et à quelque part, de faire disparaître les consommateurs de la trame urbaine pour les diriger à l'intérieur des locaux d'Insight. C'est-à-dire, il n'y a pas de plan machiavélique derrière, ce n'est pas ça l'idée, mais qu'il y a un ensemble d'enjeux, si on veut, qui ont trouvé une résolution possible à travers les murs d'Inside, mais que ce serait faux de dire que c'est uniquement une raison de santé publique et de vouloir sauver des vies. Quand les forces policières ainsi que le plan de revitalisation de la ville appuient l'initiative Inside, on doit quand même se poser des questions. Vous verrez également les autres qui ont été implantés à chaque fois dans les quartiers en voie de revitalisation, dans les quartiers où, quelque part, on veut
chasser les populations en danger, dangereuses, qu'on considère dangereuses et dérangeantes, il faut le souligner, bien, à chaque fois, c'est dans les quartiers en voie de revitalisation. Et le plus souvent, on s'attarde beaucoup à l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'attroupement de consommateurs devant les portes des locaux. Donc, on va déplacer les portes d'accès dans les ruelles arrière pour ne plus voir ces individus-là. On veut, à quelque part, les faire disparaître de la trame urbaine. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué. Quand on met en place des sites ou bien des programmes, bien souvent, il y a un ensemble d'intérêts qui sont en jeu, mais côté publicitaire, on avance surtout un des intérêts qu'on sait qui est quand même très valorisé, la santé. Qui est contre la santé ici? Ça serait assez difficile de trouver des personnes qui sont contre la santé, mais quand même, il ne faut pas oublier l'idée que c'est dans un quartier en voie de revitalisation, dans un quartier en proie à la lutte pour l'espace, dans lequel on veut chasser les personnes indésirables du quartier. Donc, c'est plus large que simplement la seule consommation de drogue injectable. Donc, j'espère que j'ai bien réussi à détruire votre morale pour le reste de la soirée. Hein? Mais voyez-vous, c'est ce à quoi je me suis intéressé au cours de mon mémoire de maîtrise, hein, qui a comme alimenté quand même mes réflexions par rapport à les stratégies en intervention sociale et également, excusez-moi, et également sur la stratégie de l'empowerment, que je crois que vous avez entendu parler dans vos cours, l'empowerment? Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on vous a parlé de la partie critique de l'empowerment? Peut-être un peu moins. Hein? Souvent, on insiste sur « on a trouvé la solution pour les aider à se prendre en main, pour qu'ils puissent justement prendre en charge leur existence ». Mais c'est souvent corrélé à une baisse des services offerts, une baisse du financement et à une surresponsabilisation de la situation, si on veut, parfois difficile des individus auxquels vous, comme intervenant, souhaitez intervenir. Hein? Donc, on a un peu ce truc-là un peu particulier avec cette stratégie-là. Donc, voilà, le côté un peu lourd est terminé pour aujourd'hui. Inquiétez-vous pas. Ça ne sera pas aussi lourd comme ça tout le temps. Mais, je vois quand même que c'était une petite amorce de qu'est-ce qu'on peut faire en sociologie, par exemple, hein, comme étude. Moi, le cours, je revenais un peu sur le cours lui-même. Hein. Le cours Sociologie de la société québécoise, c'est un cours, c'est la 4e fois que je donne. Je l'ai donné cet été à distance également, donc je suis déjà un peu rodé hein, pour ce cours-là à distance. Et également, j'ai modifié complètement le cours cet été pour qu'il soit plus adapté à vos besoins. Hein. Donc, parce que je faisais un cours que je trouvais un petit peu moyen, mais là, j'essaie de faire un cours qui fit plus avec vos intérêts à vous hein, pour ce qui est de l'intervention sociale. Donc, revenons un peu hein, sur, voilà, ça c'était la partie dark du cours, ça c'est terminé. Voilà, hein, ça, ça a déjà été évoqué. Hein, comme je vous disais, la première partie du cours, ça va être un cours un peu plus sur la matière. Deuxième partie, discussion, on ferme l'enregistrement et on peut discuter plus librement. Diaporama du cours, tout sur Léa, ça va très bien. Les vidéos sur la chaîne, encore une fois, sans problème. Vous allez également avoir des évaluations dans ce cours-ci, des petits questionnaires en ligne. Hein? Les questionnaires en ligne, vous en avez un à faire aujourd'hui, mais parce que je suis d'une gentillesse absolument incroyable, eh bien, vous allez avoir une semaine pour le faire. Il y a 10 questions à choix de réponse. Ça devrait être gérable. Hein? Je ne m'inquiète pas trop pour votre situation, mais parce que je ne vais pas le corriger ce soir de toute façon. Je trouvais ça un peu bête de vous mettre des espèces d'obstacles un peu gênants par rapport à la... Je sais qu'il y en a qui ont des enfants qu'il faut qu'ils aillent coucher après le cours. On peut très bien imaginer là, votre situation. Donc, comment on va fonctionner? Ce sont des questionnaires Forms. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Eh bien, c'est des petits questionnaires que je vous envoie le lien sur Mio. Vous cliquez dessus et vous avez directement accès au questionnaire. C'est à quoi ça ressemble? Oups, on va juste enlever le plein écran ici. Ça ressemble à... C'est toujours un peu embêtant parce qu'il se met juste où est-ce que je veux être. Et voilà, ça va ressembler à ça là, ici. En fait, c'est le questionnaire pour aujourd'hui. Vous mettez votre nom, votre prénom, ça va de soi. Vous avez des questions à choix de réponse. Excusez-moi. Donc, toujours plus qu'un choix de réponse possible. Hein? Donc, posez-vous la question là-dessus. Donc, des questions à choix de réponse, pas très compliquées. Sachez également que l'ensemble des réponses se retrouvent dans les diaporamas du cours. Il n'y a pas de pogne dedans. C'est juste pour savoir, est-ce que vous écoutez en classe? Est-ce que vous suivez la matière? Mais l'ensemble des réponses est dans les diaporamas du cours. Après avoir terminé le questionnaire, vous cliquez sur « Envoyer » et moi, je reçois
votre questionnaire et je peux enfin les corriger. Hein? Donc, comme je vous disais, lorsqu'il va y avoir un petit questionnaire en ligne, je vous envoie après le cours sur Mio le petit lien pour que vous ayez accès à votre formulaire. Vous copiez-collez ça dans votre navigateur de recherche et vous avez directement accès à ça. Il n'y a aucune installation à faire ou d'inscription à faire à ce niveau-là. Oui, Brigitte? Okay, petite question. Quand vous dites que les réponses sont dans les diapos, c'est-tu par rapport à chaque cours ou on peut se retrouver, mettons, avec un questionnaire du cours 5 qu'il faut aller chercher? C'est tout le temps. Il n'y a pas de Parfait. Ça va toujours être par rapport au cours. Parfait. Merci beaucoup. Je vais vous montrer le calendrier. Là. Il y a des fois que ça va être aux 2 semaines. La plupart du temps, ça va être aux 2 semaines. Donc, ça va être sur ces 2 diapositives-là. Donc, c'est vraiment une question de vérifier si vous suivez, si je parle à des écrans noirs. C'est surtout ça l'objectif de la chose. Donc, les évaluations, comme je vous le soulignais, on va revenir ici. Excusez-moi. Hop. Eh bien, les évaluations, il y a 6 petits questionnaires pendant la session. Hein, à la semaine, au cours 1, non, au début, c'est 1, 2, 3, 7, 9 et 13. Je vais toujours vous le dire avant la fin du cours, évidemment. À la fin du cours, je vais vous dire qu'il y a un questionnaire à faire, n'oubliez pas. Donc, questionnaire en ligne, 6 fois pour 5 % chacun, pour un total de 30 %. Nous allons également faire des ateliers en équipe, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir travailler un peu en équipe. Le premier atelier que vous allez faire à la semaine 4 et 5, première semaine, je vous envoie une vidéo et je vous envoie également une grille de lecture. En gros, le premier atelier vaut 15 %. On va former les équipes en temps et lieu. Hein. Je vais juste vous présenter un peu le truc. Eh bien, on va ouvrir un cours sur c'est quoi la culture, c'est quoi la socialisation, c'est quoi l'identité. Je vais vous donner un documentaire à regarder. Il dure environ 45 minutes avec une grille de lecture. Je ne vous lance pas dans le vide comme ça. Vous prenez des notes. Et en équipe, la semaine d'après, on met tout ça en commun dans une séance Zoom. On verra comment ça va fonctionner. Vous allez tout pouvoir mettre ça en commun dans un document Word sur Zoom. Et ça va être vraiment votre fameuse évaluation. Donc, c'est véritablement un travail d'équipe. Hein? Excusez-moi. En fait, comment ça va fonctionner, c'est que je vais récapituler, hein, j'ai dit un peu rapidement. Il y a une séance, la séance 4, par exemple, hein, qu'il n'y aura pas de cours. Je vous envoie directement le vidéo à écouter avec un document Word qui est une fiche de lecture du documentaire. Vous allez prendre des notes. Le cours d'après, on vient tout sur Zoom ce coup-ci. Il y a une option dans Zoom qui permet de diviser en petits groupes. Donc, on va faire des équipes et vous allez juste être les membres de votre équipe ensemble qui allez pouvoir comparer vos notes et justement me faire un joli petit document, une analyse de la situation. Le premier que je trouvais quand même assez intéressant, vous allez voir, je l'ai déjà mis d'ailleurs sur YouTube. J'aurais dû l'enlever, mais ce n'est pas très grave dans la mesure où vous n'avez pas encore eu la matière avec laquelle l'analyser. C'est la première journée, les premiers moments de l'incarcération de certains individus. Hein, comment est-ce que, vous et moi savons comment agir dans une société dite ordinaire? Eh bien, il faut en apprendre des choses pour être conforme en prison. Hein? Il y a une normalité qui est totalement différente en prison et à l'extérieur, et ça permet de, justement, travailler sur les notions de culture, ici carcérale, de socialisation, l'interaction entre les individus, l'apprentissage de la culture, et également sur l'identité, également ici l'identité de prisonnier et d'autres choses dont on va aborder dans ces cours-là. Brigitte, est-ce que c'est la même question? Tu as juste oublié de baisser la main? Tu as juste oublié de baisser la main, je crois. Hein? Oui, désolé. Super, il n'y a pas de problème. Deuxième atelier, on va revenir plus tard. Donc, on va faire une petite analyse d'une vidéo. Vous allez voir, c'est le fun. Le dernier cours, on a vraiment apprécié l'expérience. L'autre, je vais vous faire demander de faire une mini-recherche, mais vraiment une mini-recherche sur une population de votre choix. Hein? Une population, vous intervenez des fois sur des individus en problème d'apprentissage, des individus, par exemple, les personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Bref, il y a sûrement des populations d'individus qui vous intéressent davantage, que vous avez peut-être vu dans les cours clientèle 1, 2 et 3. Hein? C'est possible. Mais vous allez faire une petite recherche sur un de ces groupes-là. La recherche fait environ
environ 3 pages, hein, 3-4 pages maximum. Ce n'est pas une grosse recherche. Donc, encore une fois, 2 séances. Vous allez pouvoir travailler directement dans le cours sur votre fameux travail. Et je vais toujours être disponible, on va en discuter rendu là, pour que je vienne vous aider dans votre séance de groupe, pour que je puisse justement vous aider pour faire cette petite analyse-là. Encore une fois, ils ont particulièrement apprécié et je suis très, très, si on veut, je ne contrôle absolument pas votre sujet. En fond, vous prenez vraiment le sujet qui vous intéresse autant que ça a rapport avec votre formation. Là. Ça ne sera pas possible d'étudier les super-héros ou des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement pertinents pour ce cours-ci. Donc voilà, excusez-moi, questionnaire en ligne, les 2 ateliers qui se fait directement pendant les séances du cours et enfin l'examen final à la semaine 14 et la semaine 15. Il va y avoir un petit examen, disons, théorique auquel vous avez droit à l'ensemble de vos notes encore une fois, hein, qui va encore se faire sur Forms, donc on va être habitué, ça ne sera pas pour vous quelque chose d'étonnant et qui va être dans la deuxième partie une petite analyse, encore une fois, à faire. Hein, donc, je n'ai pas trop mis d'évaluation très, très complexe. Les sites qui reviennent un peu plus souvent, c'est les questionnaires en ligne. Mais habituellement, comme je vous dis, c'est une dizaine de questions sur la matière du cours. Donc, ça nous donne un peu cette grille-ci, hein, qui est encore une fois disponible sur Léa. Hein, aujourd'hui, excusez-moi, ici, j'ai mal adapté mon truc, mais regardez juste seulement les cours. Hein, j'ai fait une petite erreur ici. Je n'ai pas changé ma grille. C'est un peu bête. Mais aujourd'hui, premier cours, c'est quoi? Le plan de cours et la sociologie. Prochain cours, on va s'intéresser à culture et socialisation. Comment est-ce qu'on intériorise le social pour considérer que ça va de soi de vivre dans le milieu dans lequel je vis. Cours sur les identités. Ensuite, petit atelier. Le cours 6 et 7, on va s'intéresser au Québec contemporain. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Québec? Essentiellement sur le travail, l'école, la famille et peut-être le couple. Aussi, ça pourrait être le fun sur la formation des couples. C'est un cours qui était relativement apprécié. Ensuite, vous vous intéressez à l'intervention sociale. Vous vous intéressez évidemment à des populations qui sont considérées hors de la norme. Hein? Donc, on va avoir un cours sur marginalité, déviance, normativité sociale, un petit atelier. Et ensuite, on va s'intéresser à la différenciation sociale et enfin l'interculturalité, hein, à fond, la diversité culturelle au sens large. Et ensuite, petite évaluation, évidemment, de cours qui est l'épreuve terminale du cours. Hein, donc, c'est un peu ce qu'on va voir au cours de la session. Est-ce que ça vous convient? Jusqu'à date, oui, c'est pas si pire. Est-ce que vous avez des questions sur les évaluations? Non, je crois que ça va. Je vais aller voir l'autre page au cas où. Hop. Non, je pense que ça va relativement bien. Oui, Brigitte. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir compris l'évaluation terminale. Au pire, je peux aller voir quand ça va sur YouTube après, là, je ne vais pas déranger. OK. L'épreuve terminale de cours va se dérouler en 2 parties. Une partie la semaine 14, une partie la semaine 15. L'examen théorique est la semaine 14. Et il va y avoir un examen pratique, hein, à la semaine 15, qui va être une étude de cas, essentiellement. Parfait, merci beaucoup. Parce que vous êtes quand même des intervenants, donc je trouve ça quand même pertinent de vous faire Effectivement. de cas. Hein, mais qui va mettre un peu en perspective ce que vous avez appris pendant la session. Et encore une fois, pour les 2 examens, vous avez accès à l'ensemble de vos notes de cours. En gros, ce n'est pas de la facilité, c'est-à-dire que je trouve ça un peu bête de vous faire juste apprendre du par cœur. Ça ne vous sert à rien dans votre travail, le par cœur. Hein? Vous avez toujours accès à vos documents. C'est exactement la même chose pour les évaluations dans ce cours-ci. Parfait, merci beaucoup. Good. Donc, ça va? Oui, pas si mal. Donc, on se fait un petit 25 minutes. À peu près, je présente un peu c'est quoi la sociologie. Et après ça, je vous laisse aller écouter Netflix là, de manière tranquille, là, chacun de votre côté. Voilà. Oh, petit commentaire, hein, les messages du chat, j'ai beaucoup de difficulté à les voir. Donc, des fois, c'est vraiment préférable. Vu que j'en de vous, ça ne me dérange pas. Là. Mais si vous posez des questions, c'est vraiment mieux de lever la main parce que je n'ai pas toujours accès. Ça n'apparaît pas directement dans mon truc. Puis, je ne suis pas encore tout à fait un YouTuber qui fait des lives. Là. Je ne suis pas encore tout à fait habitué à ce niveau-là. Donc, voilà. On va s'intéresser un peu à
Le truc de particulier qu'il y a avec la sociologie, c'est qu'elle s'est intéressée assez tôt. Enfin, je vais juste, excusez-moi, je vais juste mettre juste mon image à moi parce que ça peut être un peu embêtant de vous avoir dans une vidéo. J'imagine que c'est pas toujours. Voilà, donc c'est fait. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier avec la sociologie, c'est qu'elle elle a comme objectif de s'intéresser au comportement humain. Comment expliquer les comportements humains? J'aimerais faire juste une petite histoire de l'explication des comportements humains, hein, du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, mais on va être assez quand même très, très ramassé à ce niveau-là. Hein. Ce ne sera pas très, très exhaustif. Jusqu'à la fin du Moyen Âge. Hein, Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, c'est environ, la fin du Moyen Âge, c'est 1492, hein, découverte de l'Amérique, à peu près jusqu'à là. On a l'idée que l'ordre social, la société, hein, la hiérarchie sociale, puis les comportements humains s'expliquent de manière assez simple. Les choses sont ainsi parce que Dieu le veut. On est dans une époque en Occident qui est une époque chrétienne où on a vraiment cette explication-là qui est essentiellement l'explication fournie par les scientifiques, si on veut, de l'époque. Donc, si les gens agissent, s'il y a des voleurs, s'il y a des gens qui, par exemple, commettent des crimes, s'il y a des individus qui sont hors normes, ben, c'est simplement la nature humaine. Hein, et c'est, excusez-moi, la nature humaine telle que l'a créé Dieu. Dieu a créé des bons, Dieu a créé des méchants, Dieu a créé des individus plus ou moins conformes. Donc, on a vraiment cette explication-là qui est absolument centrale. Également, on est dans une société assez particulière où c'est une organisation très, très pyramidale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peu d'individus au sommet de la pyramide et énormément de paysans. Alors, la paysannerie représente environ 98% de la population. Et pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident, d'autres qui doivent obéir, on a uniquement l'explication. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a créé, par exemple, un ordre très, très précis qu'on doit respecter, c'est-à-dire on a un clergé, on a des nobles et on a le reste de la population. Hein? Donc, on a vraiment cette explication-là. Au 19e siècle, ça veut dire 1800 quelque chose, il y a quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire le modèle biologique. Hein, vous avez sûrement connu Darwin et l'évolution des espèces. Donc, on a vraiment une école particulière qui apparaît. C'est véritablement l'idée que tout s'explique par la nature, mais pas telle que l'a créé Dieu, mais vraiment la nature aux sciences de la nature. Ici, on explique, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plus développées que d'autres? Hein? Pourquoi est-ce qu'en Occident, par exemple, en Occident, il faut quand même réduire, mettons, pourquoi en France, en Angleterre, par exemple, on a un gros développement de l'industrie et en Amérique du Sud, par exemple, on n'a absolument aucune industrie. Qu'est-ce qui explique les différences entre les peuples? Bien, ce n'est pas, évidemment, comme vont plus tard l'expliquer les sociologues, c'est essentiellement ici une question de race. On a vraiment l'idée qu'il y a des races qui seraient supérieures, des races qui seraient inférieures, et à ce moment-là, ça s'explique essentiellement par ça. Hein? Également, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes qui sont dominants, d'autres qui sont dominés? Eh bien, c'est l'hérédité. C'est-à-dire que dans les gènes, les groupes dominants auraient de meilleurs gènes que les groupes dominés. En gros, s'il y a des gens qui appartiennent à l'aristocratie ou encore une fois au groupe des bourgeois dominants, c'est simplement parce qu'ils ont de meilleurs gènes que les ouvriers. Hein, on a vraiment ce modèle-là. Ça donnera, par exemple, avec Cesare Lombroso, avec l'homme criminel, par exemple. Hein, où on a une science qui fait son apparition à cette époque, on l'appelle la cranéométrie. En gros, on fait des mesures de crâne. C'est-à-dire que, si c'est dans la nature, ça doit s'exprimer quelque part. Et on se dit, peut-être que la morphologie des crânes peut expliquer les comportements des individus. Par exemple, vous voyez à l'image à votre gauche, l'homme criminel, c'est quoi son idée? C'est qu'on est des criminels nés. Hein? C'est-à-dire que dans nos gènes, il y aurait des gènes de la criminalité. Hein? Dans ce que vous voyez ici, eh bien, on a quelque chose d'assez particulier. On aurait différentes morphologies faciales et que, par exemple, le premier crâne que vous voyez à l'image 1, eh bien ici, ce serait l'image typique, par exemple, d'un voleur. L'image 2, l'image typique d'un agresseur. L'image 3, l'image typique d'un fraudeur. Donc, on a un peu cette grille-là qui fait en sorte qu'on est absolument persuadé qu'on peut trouver l'explication des comportements dans la génétique des gens. Génétique s'exprime ici par la mesure des crânes.
Truc un peu moins sympathique ici pour les femmes qui composent quand même la majorité du groupe de la classe. Eh bien, vous savez que biologiquement, les femmes ont un crâne un peu plus petit que celui des hommes. Hein? Je parle au point de vue physique. Hein? Le cerveau est vrai, mais je veux dire physiquement, c'est vrai. Mais c'était justement expliqué pour justifier les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, ah, ben voyez-vous, si les hommes, ils sont effectivement eux qui ont tous les postes de pouvoir dans les sociétés, c'est en raison de la même chose qu'on a vu pour les prisonniers de l'homme criminel. Le crâne explique les comportements, par exemple. On a vraiment cette explication-là. Vous savez qu'aujourd'hui, personne ne tient sérieusement cet argument-là. Il s'est complexifié dans le câblage des cerveaux. On pourra en reparler une autre fois si vous voulez. Mais on a plus cette explication-là que parce que les crânes seraient différents, donc ça expliquerait pourquoi les gens agissent de manière complètement différente. On a fait exactement la même chose avec les populations qui se retrouvent un peu partout sur la planète. Les premiers anthropologues, les spécialistes qui étudient les cultures, ont fait la même chose, ont mesuré le crâne des individus. La distance entre les yeux, la grandeur du nez, également la mâchoire, par exemple. Et vous savez qu'il y a des différences entre les différents peuples au point de vue morphologie. Je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Par contre, je crois qu'aucun d'entre vous dirait « Ah, ben voilà, ça explique pourquoi un groupe peut en exploiter un autre. » Il n'y a personne qui dirait « Ben c'est normal, tu as vu, son crâne est fait différent du nôtre. » Eh bien, c'est un peu cette idée-là à l'époque. Hein? Les crânes, la mesure des crânes explique les comportements humains dans une explication qui est fortement teintée de la biologie. Hein? Donc, on a vraiment ce modèle-là à l'époque. J'avais un truc rigolo par rapport à ça, je l'ai oublié, ça va sûrement me revenir. Donc, on a vraiment cette idée-là, on va mesurer les crânes. Oui, c'est mon truc rigolo, plus ou moins. Vous ne serez pas étonné non plus que les chercheurs qui faisaient ça étaient essentiellement des hommes blancs, donc ils avaient nécessairement tendance à se placer au-dessus de la pyramide, à la fois en fonction de la distinction homme-femme et également en fonction de la distinction entre les différents groupes ethno-culturels qui peuplent la planète. Hein. Ça donne-tu bien? On constate des différences, puis il y en a une qui serait mieux que les autres, puis ça devrait être la nôtre parce que tabarouette, c'est nous autres qui a fait la distinction. Mais aussi, en même temps, ils regardaient autour d'eux puis ils disaient, voyons, on est vraiment urbanisé, on est vraiment industrialisé, on doit être la race supérieure qui, avec le temps, va donner, comme vous connaissez un peu votre histoire du dernier siècle, Adolf Hitler avait exactement les mêmes arguments de la biologie. On doit construire une race supérieure qui serait pas en soi culturellement meilleure que les autres, mais biologiquement supérieure aux autres. Hein, qu'est-ce qui a amené le fantasme des nazis? C'est la lecture biologique de la réalité sociale. Oui, donc retournons à ce petit diapo fort sympathique. Donc, on a un peu cette explication-là qui est très, très forte. Il y a quelque chose qui va apparaître au 19e siècle, mais surtout autour de 1850, début du 20e siècle. C'est véritablement quelque chose qui se passe. On a à cette époque-là la philosophie, qui est une science un peu qui étudie un peu comment est-ce que les gens agissent en société. Hein, voilà. Il y a deux sciences qui vont se distinguer de la philosophie. La psychologie, que vous connaissez sûrement déjà, et la sociologie également. Hein. La psychologie, elle, s'intéresse essentiellement à l'individu dans son intériorité, hein, dans sa profondeur biographique, si on veut, hein, et éventuellement à le fonctionnement de son cerveau avec la neuropsychologie. On va revenir là-dessus. Une petite parenthèse qui est sans rappeler quand même qu'est-ce que je vous ai dit plus tôt sur la biologie explique tout, mais faisons juste une mini-parenthèse. Tandis que la sociologie, elle, va s'intéresser à mais comment est-ce que les gens agissent en société? C'est quoi leur manière d'être? Pourquoi est-ce qu'on agit de telle ou telle manière? Comment est-ce que les gens interagissent les uns avec les autres? Comment est-ce que fonctionnent les groupes sociaux? C'est quoi les normes qui sont à l'intérieur? Pourquoi est-ce que les gens, si on veut, vont également punir des individus qui ne se conforment pas aux normes de leur milieu social? C'est quoi les organisations sociales très larges? Comment fonctionne l'école? Comment fonctionne le travail? C'est véritablement ce à quoi va s'intéresser à la sociologie. En gros, à tout ce qu'il y a de social dans nos manières d'être, d'agir, on va revenir un peu plus tard, hein, également de ressentir. Ce qu'il y a de particulier par rapport à, par exemple, les autres explications, surtout par rapport à la philosophie, la sociologie, elle, veut avoir de l'information sur le terrain, est une science empirique.
on doit avoir des données analysables sur le terrain. Comment on fonctionne? Dans le fond, on ne fait pas juste de la sociologie sur notre bureau. On doit avoir des données, des informations vérifiables. Qu'est-ce qu'on fait? On a énormément recours aux statistiques, aux observations également. Hein? Par exemple, je vais aller à tel endroit regarder comment les gens interagissent les uns avec les autres. C'est ce que vous allez faire à l'atelier numéro 1, des observations. Des entrevues, hein, également des entrevues de fond avec des individus, des questionnaires, des sondages. Donc, on a vraiment des données hein, qui nous permettent d'avoir une prise sur le réel. Concrètement, comment les gens agissent. Ce n'est pas une construction de notre esprit, c'est fondé sur des données qui sont vérifiables. Hein. Essentiellement, il y a deux grandes portées, si on veut, à la sociologie. On essaie d'avoir une démarche compréhensive. C'est quoi le sens que les gens donnent à leur action? Pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle ou telle manière dans telle ou telle situation? Hein? Et également, explicative, c'est quoi les causes des phénomènes que l'on observe? Donc, on a vraiment cette idée-là qu'on s'intéresse aux manières d'être et d'agir des individus. On essaie d'aller recueillir des informations directement sur le terrain afin de comprendre la motivation des individus et également d'expliquer leur comportement directement à l'aide de données. Donc, c'est vraiment une science qui est empirique. Ce à quoi s'intéresse véritablement la sociologie, c'est qu'on va nommer des faits sociaux. Hein? C'est des manières d'agir, de penser et de ressentir qui sont répandues à l'intérieur d'un groupe, qui sont indépendantes de la volonté des individus et qui ont une capacité d'opérer une contrainte sur ces individus-là. Hein? En gros, par exemple, eh bien, juste quelques exemples, eh bien, vous n'avez pas choisi la langue que vous allez parler. Hein? Vous n'avez jamais choisi cet élément-là. Vous êtes né dans un milieu qui parlait une langue, qui avait également une religion ou pas de religion, et qui également avait des idées politiques, qui avait également des habitudes de vie. Ce sont tous des éléments qui ne sont pas propres à la nature. Hein? Par exemple, ben, si s'alimenter, c'est absolument biologique, mais le quoi manger, le comment manger, c'est particulièrement social. On va voir un peu, ça fait partie de la culture et qu'on doit l'apprendre, ces éléments-là. Pour ceux et celles qui ont des enfants ici dans la classe, bien, vous avez appris à vos enfants le comment manger. Hein, mange de telle ou telle manière, ne mange pas avec tes doigts parce que dans nos cultures à nous, on ne mange pas avec ses doigts. Être gentil avec sa petite sœur, son petit frère, ne pas pousser, ne pas graffiner. Donc, on a un ensemble d'éléments qui sont essentiellement culturels que l'on va apprendre par socialisation. On va y revenir au prochain cours. Donc, c'est vraiment à ce à quoi on s'intéresse. C'est tout ce qui n'est pas biologique, tout ce qui n'est pas uniquement, si on veut, à l'intérieur de l'individu, même si on finit par l'intérioriser. On va discuter davantage de ça lors du prochain cours. Donc, si je reviens, par exemple, quelques exemples. Bien, la langue, c'est absolument social. Les croyances également, hein, l'idée même de la croyance en une société juste. La croyance, par exemple, on va en discuter sur la méritocratie, hein, l'idée que si je travaille très, très fort, indépendant de mon milieu social de naissance, j'ai autant de chances que tout le monde. On va voir que c'est évidemment à relativiser. L'esthétisme également, hein, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui est beau dans une société, c'est, encore une fois, profondément social. L'alimentation, c'est celui auquel on pense le plus spontanément. L'alimentation, je pense que tout le monde a mangé, tout le monde a soupé, oui. J'ai quelques exemples un peu rigolos. J'ai fait un petit voyage en Asie il y a 2 ans et il y a des aliments quand même particulièrement étonnants à laquelle on peut être confronté. Est-ce que vous connaissez les œufs fécondés? Hein? C'est-à-dire qu'il y a des œufs qu'on mange. Oui, Brigitte, ça s'en vient. Ton dégoût va être exacerbé dans quelques instants. C'est-à-dire qu'on mange des œufs qui sont cuits à la coque, mais il y a un petit poussin à l'intérieur qui est mort, évidemment, parce qu'on l'a mis à la coque. Et on va manger ce petit oiseau-là. Hein? On va enlever les petits os parce que ça se mange plus ou moins. Et c'est un élément qui est particulièrement valorisé. Mais parce que vous n'êtes pas né en Asie, vous avez, pour certains d'entre vous, une sensation de révulsion. C'est absolument dégueulasse. Pourquoi? Vous n'avez jamais été confronté à ces aliments-là au cours de votre existence.
Mes amis français font semblant d'aimer la poutine pour ne pas vexer les Québécois. Plusieurs d'entre eux trouvent ça absolument répugnant. Hein? Donc, on voit, même comme le fromage bleu, plusieurs Québécois sont... tandis que mes amis français, ben, la plupart apprécient quand même ce type de fromage-là. Donc, vous voyez un peu l'idée, s'alimenter, c'est essentiellement biologique. Le quoi manger, c'est absolument social. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un restaurant 5 étoiles et on vous donne le couvert et vous avez à peu près 3 assiettes, 4 verres, 5 fourchettes, 5 couteaux, 3 cuillères? Mais vous voyez très bien comment on a complexifié le truc assez simple de s'alimenter. S'alimenter pour ne pas avoir faim, pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain. On voit un peu qu'on a mis en forme socialement l'alimentation, par exemple, sur le quoi manger et le comment manger. Également, par rapport aux normes esthétiques, c'est assez fascinant. Si on revient, par exemple, à la Renaissance, ce qui était valorisé, c'était des femmes qui étaient très en chair et particulièrement blanches. Pourquoi? Si vous étiez mince et si vous étiez, si on veut, bronzé, c'est que vous étiez une paysanne qui travaille dans les champs. Inversement, si vous étiez bien en chair et vous aviez la peau très blanche, vous étiez une bourgeoise qui, justement, avait un statut social supérieur. Et étonnamment, ben, les gens, selon la culture avec laquelle ils ont été socialisés, considèrent objectivement que c'est mieux une femme en chair avec la peau très, très blanche. Vous voyez un peu l'idée, comment que nos perceptions sont profondément modifiées par notre culture. Autre élément sur l'esthétisme, il y a quelque chose d'assez rigolo qui est apparu. Si vous regardez, là, c'est le fait que vous êtes un peu plus âgé, vous avez un certain recul, la primauté accordée aux dents bleues, hein, ça veut dire qu'ils sont d'un blanc éclatant. Si vous voyez un peu, si vous reculez un peu à l'arrière, vos stars de cinéma dans les années 90, si vous regardez des images, par exemple, de Julia Roberts, qui est quand même reconnue pour avoir son espèce de sourire éclatant et tout ça, retournez voir les anciennes images de ces stars-là, ils ont les dents un peu jaunies et qui aujourd'hui serait absolument inacceptable. Aujourd'hui, c'est les dents absolument blanches et impeccables. Ça devient des normes qui sont absolument incontournables. On considère qu'objectivement, c'est mieux être ainsi plutôt qu'être d'une autre manière. Donc, même les normes de l'esthétisme, de ce qu'on considère comme étant beau, on pense que c'est profondément objectif et c'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, dépend énormément de la culture à laquelle on appartient. Mais parce qu'on va voir dans les prochains cours, on l'intériorise profondément depuis qu'on est jeune, on nous fait dire et on a un système de renforcement qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. On finit par l'intérioriser d'une manière tellement forte qu'on ne remet même plus ça en question. Hein? Il est normal, si j'ai une petite fille, de lui acheter une poupée et si j'ai des petits garçons, de lui acheter des camions. On va revenir un peu plus tard sur la socialisation genrée au prochain cours, mais qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant quand même excusez-moi, c'est quand même relativement étonnant. Pensez aux jeux qu'on a eus, surtout notre génération à nous quand on était plus jeunes. Ben, moi, c'était assez simple. Les garçons avaient des logos, avaient des G.I. Joe, avaient des camions Tonka. Les petites filles avaient essentiellement des jouets qui leur apprenaient à éventuellement accomplir le rôle qui leur sont culturellement destinés, c'est-à-dire d'être des femmes qui s'occupent des tâches domestiques et des enfants. Les petites poupées, les ensembles à cuisiner également, les petites balayeuses avec les petites balles qui rebondissent. Hein? Si vous avez les petits garçons que vous étiez peut-être plus jeunes, on ne vous donnait pas la petite balayeuse avec les petites balles qui rebondissent, mais la tondeuse avec les petites balles qui rebondissent. Hein? On voit très bien que depuis qu'on est jeune, on est profondément, si on veut, éduqué à accomplir notre rôle social qui va être le nôtre une fois devenu adulte. Hein? On va revenir un peu là-dessus lors du prochain cours. Également, par rapport aux normes, l'esthétisme, je trouve que c'est eux qui sont quand même les plus rigolotes. Dans les pays asiatiques, il y a quelque chose d'assez particulier, les produits blanchissants. Ça veut dire que c'est particulièrement valorisé d'avoir la peau très, très blanche. On va voir un peu à quoi c'est dû cet élément-là. Hein? La colonisation des pays occidentaux, des pays asiatiques, n'y est vraiment absolument pas pour n'importe quoi. Eh bien, à ce moment-là, on voit qu'ils vont avoir énormément de produits de beauté avec des produits blanchissants qui ont d'ailleurs beaucoup été enlevés des étagères parce qu'ils sont quand même faits par Nivea et compagnie, ces produits-là. Je me suis d'ailleurs fait avoir. Je pensais que dans un dépanneur X en Thaïlande, j'achetais une crème solaire. C'était un produit blanchissant. J'ai tout perdu mon tanning en 2 semaines. J'étais absolument dégoûté. Donc, on va revenir un peu sur ce truc-là. Encore une fois, sur les normes d'esthétisme par rapport aux Afro-Américains aux États-Unis, avez-vous remarqué que dans les années 2000, toutes les actrices noires avaient tous les cheveux très, très lisses?
Hein, et on voit aujourd'hui qu'ils se réapproprient leurs signes capillaires. Eh bien, on peut en discuter plus tard dans la session, mais c'est encore une fois la même chose. Par le colonialisme, ils ont fini par apprendre que ce qui les distinguait des Blancs était strictement toujours à dévaloriser. Hein, mais on va revenir un peu comment cette construction sociale-là, hein, si on veut, des gens qui sont... voilà, on va revenir un peu plus tard dans la session. Hein. Mais c'est un peu l'idée, ce à quoi s'intéresse la sociologie. En fait, c'est nos manières de penser, comment on réfléchit culturellement, comment on agit également hein, de manière culturelle et comment on ressent également, comment on vit les situations et les émotions. On voit que ça change selon les groupes sociaux. Et si ce n'est pas vécu de la même manière partout sur la planète, c'est pas biologique, c'est pas propre aux humains. Hein. Avoir deux jambes, c'est la majorité, si on veut, des humains un peu partout, sauf s'il y a un accident ou une malformation de naissance. Ça, c'est biologique. Respirer, c'est biologique. Mais par contre, tout ce qui varie selon les cultures, c'est essentiellement social. Il y a trois, on l'a quand même abordé, hein, mais il y a trois éléments qui sont absolument indispensables. Ils doivent être extérieurs à l'individu, c'est-à-dire qu'on ne naît pas, hein, ce n'est pas inné, on l'apprend par l'apprentissage, par la socialisation. Il y a un élément de contrainte à ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on doit, si on veut, on les intériorise et si on dévie de la norme, il y a un système de contrôle et de sanction sociale, ne serait-ce que se faire interpeller ou se faire même insulter parfois, on voit qu'il y a un élément de contrainte, et également l'inévitabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il est absolument propre à la culture dans laquelle on baigne comme individu. Hein? Donc, on a vraiment ce truc-là assez particulier. Et même, on peut s'intéresser en sociologue par rapport à l'architecture. Hein? Vous avez remarqué, dans les années 60-70, 70 surtout, tout était construit en béton. Hein? Je vous rappelle vos vieilles polyvalentes que vous avez sûrement fréquentées. Tout en béton, avec le minimum de fenêtres possible. Pourquoi? À cette époque-là, les fenêtres, ils vont regarder à l'extérieur, ça va les distraire, les jeunes. Tandis qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une manière complètement différente de construire. Il faut avoir des fenêtres partout, il faut que le soleil passe et tout ça. Est-ce que c'est objectivement mieux? Je n'ai absolument aucune idée. Mais par contre, culturellement, c'est ce qui est valorisé aujourd'hui. Alors, c'est tous des éléments qu'on va aborder au cours de la session, mais évidemment, je vais m'intéresser davantage à l'intervention sociale, hein, ce qui vous intéresse. Ce qui, on va voir un peu plus tard dans la session, pose culturellement problème, et également les modes d'intervention hein, qui sont, encore une fois, qui ont également lieu en fonction d'une époque et d'une culture donnée. Donc, on a un peu cette idée-là de fait social. Excusez-moi. On va utiliser le modèle de l'interdépendance, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'est pas des robots puis que la société s'impose à nous absolument puis qu'on est un peu que des robots qui répètent le programme qu'on nous a mis. Hein? C'est un peu l'idée qu'on est construit par la société, mais en même temps, l'individu peut agir sur la société et la transformer. Hein? C'est-à-dire qu'à quelque part, l'individu est à la fois l'effet de sa société, mais également la cause de la société dans la mesure où il est à la fois un acteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement, hein, si on veut, le produit de sa culture, dans la mesure où il n'est pas uniquement un robot qui reproduit le modèle culturel qu'on lui a expliqué, mais il peut également transformer sa société. Alors, donc, on est dans une logique de l'interdépendance. Hein. Ça veut dire que, on est à la fois, comme je vous disais, le produit de notre société, mais en même temps, on la fabrique, cette société-là, à chaque jour par nos actions. Hein. On va aborder cet élément-là au cours de la session. Deux petits éléments. Ouais, ça, on a déjà un peu évoqué. Lorsqu'on veut expliquer des comportements humains, il faut se référer aux caractéristiques sociales des individus. C'est quoi leur religion, leur langue, leur nationalité, leur état civil, leur profession, leur âge, leur sexe, leur genre, leur éducation. Donc, on va expliquer hein, le social par le social. Également, on va construire toujours le contexte dans lequel se produisent les actions. Hein? C'est-à-dire qu'elles ne se produisent pas dans le vide, les actions, mais dans un groupe donné, hein? Dans une société donnée également. Et quand on va essayer d'expliquer les phénomènes sociaux, on va toujours recourir à d'autres phénomènes sociaux également. Par exemple, si je m'intéresse à la criminalité, je ne vais pas dire qu'en sociologie, qu'il y a un gène de la criminalité ou qu'il y a une psychologie criminelle, mais que la criminalité, on va déplacer un peu le focus
en s'intéressant, par exemple, est-ce qu'elle est le produit de l'exclusion sociale, d'un problème d'intégration sociale, ou encore une fois, à l'intérieur d'un groupe, est-ce qu'il y a des normes et des valeurs d'un groupe qui poussent des individus autrement absolument ordinaires à poser des actes absolument extraordinaires. Hein? Par exemple, pour ceux et celles qui s'intéressent, par exemple, aux gangs de rue, c'est un excellent exemple où est-ce qu'on a des normes très fortes à l'intérieur d'un groupe, une culture d'un groupe qui va pousser des individus qui, avant le fait qu'ils soient entrés dans ce groupe-là, n'auraient jamais agi de cette manière-là et qui vont finir par agir en fonction de la culture du groupe auquel ils appartiennent. Donc, on va un peu regarder un peu cet élément-là au cours de la session. Ça, c'est quelques exemples. Hein. Ce à quoi on peut s'intéresser comme sociologue, je l'ai déjà un peu évoqué énormément. Et je vais terminer là-dessus. Hein. Des éléments auxquels on doit faire absolument attention lorsqu'on fait de la sociologie. Premièrement, de prendre son point de vue à soi pour expliquer, puis ses expériences personnelles pour expliquer la société. On peut, si on veut, on a un peu tendance à considérer que, excusez-moi, il y a quelqu'un qui peut rentrer, on a un peu tendance comme humain à considérer que notre point de vue est généralisable à l'ensemble des individus. Par exemple, si moi je réussis, tout le monde peut réussir. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase-là. Hein? Mais on voit un peu qu'il faut faire attention de se décentrer, hein? De vraiment s'intéresser aux faits, hein, aux théories sociologiques et de ne pas uniquement conserver son propre point de vue comme point de départ à l'analyse de la société. Là, ça a l'air facile comme ça. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus embêtant plus la session va avancer. Également, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est assez particulier. Par exemple, vous êtes tous, par exemple, sur Facebook, hein? Mais il y a des filtres qu'on appelle des filtres informationnels. Qu'est-ce que c'est? Mais on finit, en gros, par être en contact qu'avec des informations qui confirment nos préjugés et nos prénotions. Préjugés pas seulement négatifs. Hein? C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un cercle social qui pense à peu près comme nous, évidemment, qui peut mettre un certain filtre par rapport à l'analyse des situations. Hein? Par exemple, petite parenthèse, vous savez que toutes les analyses politiques n'avaient jamais prévu l'élection de Trump. C'est absolument normal parce que dans leurs amis Facebook, il n'y en avait pas un qui allait voter pour Trump. Hein? C'est un peu l'idée. Il faut s'extraire de notre cercle social. Hein? Ça veut dire qu'on a tendance à voir que le point de vue qui est ceux de notre groupe d'appartenance. Hein? Également, ça amène souvent à faire du cherry picking, qu'on appelle, hein? Ou aller à la cueillette de cerises. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'on va avoir tendance à prendre que les informations qui confirment nos préjugés et à mettre de côté tout ce qui peut les contredire. Encore une fois, c'est un truc ici qui est plus un biais psychologique, mais auquel il faut faire absolument attention. Autre petit élément auquel on doit faire attention, excusez-moi, j'ai un petit blanc. Oui, cherry picking, voilà, biais de confirmation, c'est un peu l'idée, hein? C'est-à-dire on a tendance à confirmer, ça c'est très fort chez les humains, hein? D'avoir tendance à confirmer toutes nos certitudes et ne pas avoir la capacité de remettre en question les choses qui vont à l'encontre de nos pensées. Et l'autre petit élément, le biais d'internalité, qui est très, très fort dans nos sociétés, énormément axé sur la psychologie, c'est-à-dire de penser que l'ensemble de nos actions ont la source à l'intérieur de notre personne, à l'intérieur de notre individualité. Nous ne sommes pas des marionnettes, hein? C'est absolument pas l'idée du social, mais il faut faire attention. Il y a énormément d'éléments qui ne sont absolument pas dus à nous, hein? Ou à l'individu que vous avez en face de vous lors d'une consultation. Il faut également s'intéresser à la culture du groupe, également à par exemple, à la socialisation qu'ils ont eue et à la vôtre d'ailleurs, hein, au cours dans la société. Excusez-moi, fin de phrase un peu difficile. Enfin, il faut également se méfier d'un autre biais. Hein, je vais vous partager l'écran, ça va être plus sympathique pour vous. Dernier petit biais dont il faut se méfier, hein, c'est l'ethnocentrisme. C'est de considérer que notre culture, hein, dans le fond, on a tendance, les humains, à considérer que notre groupe ethnique, notre groupe culturel est la référence. Ça va de soi, hein, c'est celle à laquelle on a été socialisé. Mais le problème, c'est qu'on a parfois la difficulté à prendre des distances par rapport à ce qu'on considère comme allant de soi. Hein. Donc, on doit se méfier de nos préjugés, de nos stéréotypes, même positifs. Hein. Ce n'est pas uniquement négatif, les préjugés, les stéréotypes. Il y en a qui sont positifs. Pensez également que nous sommes
l'évolution, hein, si on veut, l'aboutissement de notre société. Hein, par exemple, que les gens au Moyen-Âge étaient des idiots et qu'aujourd'hui, on est donc bien intelligents. Si vous prenez quelqu'un au Moyen-Âge de naissance, vous le mettez dans nos sociétés, vous ne pouvez absolument pas faire la différence entre celui-ci et un autre. C'est uniquement la société qui a changé. Et enfin, on va aborder au prochain cours nos représentations sociales. Hein, si on veut, le programme culturel qui nous a été implanté dans notre tête depuis qu'on est jeune, qui fait en sorte qu'on considère, encore une fois, que les choses vont de soi. On va en parler sur, par exemple, la formation des couples. Penser que la formation des couples est uniquement due au hasard et au coup de foudre, on va voir que statistiquement, ça ne fonctionne absolument pas. C'est particulièrement gênant. Hein? On va voir un peu que statistiquement, on fréquente des gens, nos milieux, nos amis, mais aussi nos chums ou nos blondes, ou nos maris, voilà, vous voyez un peu l'idée, qui sont essentiellement ceux de notre propre milieu social. Hein? Ça veut dire que, en fonction de nos champs d'intérêt qui sont ceux de notre milieu social, mais également des lieux que l'on fréquente, effectivement, on finit par fréquenter des gens de notre propre milieu social qui posent la question de la reproduction sociale. Est-ce que la société se reproduit pratiquement à l'identique de génération en génération? On va aborder ça au cours de la session. Donc, voilà.